Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir c'est Karim Rlab. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de l'équipement et des transports, autant dire ministre des grands travaux ou des grands chantiers. Vous avez un parcours exceptionnel, vous êtes un parfait technocrate, avec ce que cela implique, c'est-à-dire grandes écoles, séjours prometteurs à l'étranger pendant 4 années. Mais à peine nommé ministre au gouvernement Jetaut en 2003, vous avez éprouvé le besoin de respecter une règle classique qui est celle de la démocratie. Vous cherchez le suffrage de vos concitoyens, non pas en allant siéger dans un comité au sommet, mais en allant à la base, dans un quartier populaire, où vous avez participé aux élections. Cette attitude, à ma connaissance rare, sinon unique, est à votre honneur et correspond bien à la situation d'aujourd'hui où, avec la nouvelle constitution, nous cherchons au Maroc à réhabiliter la politique. Donc vous êtes parfait technocrate et en même temps un homme politique à part entière. Ma première question est toute simple. Vous vous sentez plus technocrate ou plus homme politique? La réponse est directe, politique. Politique, bien sûr, un parcours de technicien, d'ingénieur, mais avant tout aujourd'hui un sentiment de politique, parce que d'abord ministre, vous ne pouvez pas exercer cette fonction où vous avez un impact sur les citoyens sans être conscient de cette force politique. Bien sûr, grand de recrutement, 1000 emplois indirects et bientôt exporter des centaines de milliers de voitures. Donc le Maroc va devenir une plateforme d'exportation de véhicules automobiles. Les autoroutes, un essor très important. En 2002-2003, il y avait 450 km d'autoroutes. Aujourd'hui, 1417, donc c'est près de 1000 km construits en un peu plus de 8 ans, avec une accélération des cadences. Avant, c'était 40 km par an, ensuite 100, ensuite 160, plus d'autres programmes en cours de réalisation, avec des réalisations très importantes, Oujda, Agadir, le respect des délais, le respect de la qualité, des programmes qui touchent le rural, qui touchent les citoyens dans le monde rural, des enclavements justement, donc des enclavements, pour ne pas parler en kilomètres, de 2 millions d'habitants, en situation d'enclavement rural, donc sur un programme de 15 500 kilomètres, 12 000 ont été lancés ou en cours de réalisation, et un taux de désenclavement qui était de 54% en 2005, qui est passé à 73% aujourd'hui, avec ces 2000 km par an que nous réalisons, mais aussi bien sûr les aéroports, plusieurs aéroports qui se réalisent dans plusieurs régions. Le renouveau du ferroviaire, c'est très important. Le ferroviaire est un secteur qui a été pratiquement abandonné, sur lequel le Maroc n'a pas investi jusqu'à il y a moins d'une dizaine d'années, où on recommence à réinvestir dans le ferroviaire et où on a une croissance très importante, alors de nouvelles voies ferrées, de nouvelles gares. Et quelles sont les répercussions sur la vie quotidienne des gens? Alors deux choses. Les plus spectaculaires. L'emploi, c'est très important. Les grands chantiers, eh bien, des centaines de milliers d'emplois, mais qu'il faut répartir bien sûr sur plusieurs chantiers. Le recul du chômage à 9%. Ça fait partie, quand vous regardez les statistiques du chômage, maintient malgré la crise. Le secteur du BTP justement est l'un des secteurs qui a créé le plus d'emplois et qui a toujours créé des emplois. Donc le chômage était en 2007, en 2003, 2004, il était de l'ordre de 14. Oui. En 2007, il était de 9,7%. Et là, malgré la crise, il est à 9,1%. Donc c'est à peu près 500 000 emplois qui ont été créés. Et c'est des emplois nets, c'est-à-dire que plus ont été créés parce qu'il y a eu des pertes d'emplois dans d'autres secteurs qui ont connu des crises. Mais d'autres actions sont à citer, sans s'étendre trop, mais par exemple la réforme et la libéralisation du transport aérien a développé davantage les connexions aériennes, permis de réussir la stratégie du tourisme. Un chiffre, 5,3 millions de passagers aériens en 2003, 15 millions aujourd'hui. Et par exemple, des choses très importantes, les Marocains résidant à l'étranger, avant venaient à 20-25% par avion, et aujourd'hui, le taux de visite par avion des Marocains résidant à l'étranger est de 45%,
grâce à une baisse des prix et donc une démocratisation du transport aérien. Voilà un certain nombre d'actions. Si vous permettez, je vais passer en revue quelques questions qui posent problème. On va parler du code de la route. Oui, j'allais vous proposer. Oui, c'est le code RELEP. Écoutez, nous n'avons pas l'habitude au Maroc de mettre des noms sur le meilleur et les pour projets. le pire, vous l'avez. C'est un code qui est un actif national et qui permet aujourd'hui de lutter Au départ, contre la c'est une action mortalité. humanitaire, puisque c'est pour supprimer les morts. Il y a 11 morts par jour, oui. 11 morts par jour. Ça a bien baissé à un moment donné, mais autant que je sache, ça commence à remonter de nouveau. Alors le code de la route est une infrastructure juridique pour lutter contre les accidents de la circulation. Et il prévoit donc plusieurs dispositions nouvelles, le permis à points, les radars automatiques, les alcotests, le permis professionnel pour les conducteurs Mais pourquoi ça a augmenté? Alors d'abord, ça a baissé, c'est quand même important. Donc les 3 premiers mois d'application ont montré un impact très fort de l'ordre de 20%. Jamais il y a eu un impact tel que celui-là dans la lutte contre l'insécurité routière. Donc ça a montré le fait que ce code de la route est l'instrument qu'il faut et l'outil qu'il faut pour lutter contre les accidents de la circulation. Ensuite, ça a commencé à reprendre et ces derniers mois, effectivement, il y a eu des reprises qui sont dues à un certain nombre, de mises en place de nouvelles actions au niveau du contrôle routier. Nous avons réformé le contrôle routier de manière profonde. Et vous prévoyez que ça va baisser de nouveau? Alors, nous prévoyons que ça rebaisse de nouveau, puisque en ayant constaté ces augmentations au cours des mois de juin, juillet, eh bien, nous nous sommes reconcentrés sur l'action de contrôle et sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions de contrôle. Les nouveaux radars sont en place, les alcotests démarrent incessamment, et cela va permettre d'avoir des baisses. Alors, je vous donne un scoop, puisque le chiffre n'est pas encore publié, mais les chiffres du mois d'août sont à la baisse. Et donc, nous continuerons les efforts, puisqu'il y a une baisse d'environ 9% du nombre d'accidents. Il y avait un problème d'opinion au début. L'opinion était plutôt réticente. Alors, oui. Photos où il y avait ça rappelle d'abord une chose, qu'il n'y a pas de réforme profonde sans discussion. Quand il y a un changement, il y a peur du changement. Et il est impératif de discuter, de conduire un dialogue. Et il y a eu des grèves, des oppositions, mais il y a surtout eu un énorme dialogue à 2 reprises, en 2007 et en 2009, et qui a abouti à une prise en charge par le gouvernement de plusieurs amendements qui ont été introduits dans le code de la route et qui a permis que ce vote soit passé avec un bon esprit et un appui de tous les syndicats. Vous avez évoqué l'alcotest, il est appliqué? Il démarre en ce moment. Alors l'alcotest... Ça a posé des problèmes? Alors, il y a eu des discussions intéressantes au niveau du Parlement. C'était un véritable débat de fond. Un pays musulman, les Marocains ne sont pas censés boire de l'alcool, mais ils le boivent. Et donc, il fallait le contrôler. Et il était nécessaire de mettre en place cette réforme, d'autant plus que nous sommes musulmans, je dirais. Mais l'objectif de l'alcotest, eh bien, il est de contrôler la conduite en état d'ébriété. De vous bousculer, parce qu'il faut aller vite pour gagner du temps. On va aller directement au TGV, à toute vitesse. TGV, ça pose des problèmes. Ça paraît comme un gadget coûteux et même une faute de gouvernance remarquable, comme a dit, je crois, Ali Bouabid. Alors, quelle est la vérité? D'abord, c'est faux et je vais vous expliquer pourquoi. Que ça paraisse en décalage avec la marche du Maroc est faux, puisque ces genres de critiques ont été aussi entendues quand, par exemple, dans les années 80, on a commencé les autoroutes. On pouvait dire à cette époque-là aussi, réparer d'abord les routes. Mais le Maroc n'a pas d'autre choix que préparer l'avenir avec des sauts qualitatifs importants, des grandes ruptures, et en même temps rattraper le passé. On doit faire les deux en même temps. Alors, si, bien sûr, mais les autres priorités sont adressées. L'enseignement, la santé ont connu des augmentations budgétaires sans précédent et des améliorations des services. Faire le TGV, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste. Alors, le TGV, d'où vient l'importance du TGV? C'est que le transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons un renouveau du ferroviaire. Le Maroc a décidé de développer son transport de masse, son transport public, et par opposition à la voiture individuelle et le transport multimodal pour lutter contre les mauvais impacts sur l'environnement. Et pour cela, il faut développer le train. Alors quand on dit qu'au Maroc, on doit développer le train, on doit se poser la question de se dire que les prochaines extensions ferroviaires que nous allons faire, est-ce qu'on va la faire avec la technologie
du passé, qui est devenu obsolète. 160 km/h, qui est obsolète. Il n'y a pas un pays au monde qui étend son réseau sur des longues distances avec du 160 km/h. Il n'y en a pas. Tous ceux qui investissent sur les extensions de réseau longue distance le font sur du TGV, ou bien prendre la nouvelle technologie qui est le TGV et qui n'a pas sur obsolescence. C'est une nécessité. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Prenez par exemple un jour, dont nous avons maintenant un schéma directeur, la prochaine ligne qui se lance c'est Tanger-Casablanca, mais on arrivera à faire par exemple Marrakech-Agadir, qui est le prolongement du réseau. Marrakech-Agadir, que préfériez-vous? Faire un projet à 160 km/h maximum, c'est-à-dire à une vitesse moyenne de 80-90 avec les montagnes, qui mettrait 4 heures entre Marrakech et Agadir et qui coûterait 17 milliards de dirhams, ou faire un projet qui mettrait 1 heure et qui coûterait 30% plus cher avec 25 milliards de dirhams. Donc le TGV coûte plus cher, mais il est beaucoup plus rentable, et on ne peut pas faire aujourd'hui un train qui va mettre 4 heures alors qu'il y a une autoroute qui met 2 heures. Et tout cela a été vérifié dans des études de rentabilité qui donnent des taux de rentabilité de 8-9%, qui sont plus importants que les taux observés en France. Donc, la facture voilà. La facture, alors, 20 milliards de dirhams, c'est le coût du TGV entre Tanger et Casablanca, mais c'est important de comprendre que beaucoup de ces financements sont prisonniers du TGV, notamment le financement français qui finance plus de la moitié, n'est pas un financement qu'on aurait pu redéployer après. Quand on regarde la part budgétaire redéployable de ce TGV, c'est-à-dire qui aurait pu être affecté ailleurs, eh bien c'est à peu près 800, c'est pas à peu près, c'est 5 milliards de dirhams. Sur ces 5 milliards de dirhams, il y a 5 milliards 8 de dirhams. Il y a 4,8 milliards qui sont sur le budget de l'État sur 6 ans. Ça fait 800 millions de dirhams par an. Le budget général de l'État d'investissement, c'est 57 milliards de dirhams. Donc le TGV pèse 1,4% du budget d'investissement. Alors, pour 1,4% du budget d'investissement, mettre en place une rupture positive qui va tirer le Maroc vers le haut, qui va défendre l'environnement, qui va promouvoir le développement touristique, qui va attirer l'investissement et qui va rehausser l'image du Maroc, eh bien c'est quelque chose de bien auquel nous sommes attachés et que nous mettons en œuvre. Je voulais vous faire parler du gouvernement de manière générale, mais je crois qu'on a beaucoup débordé sur le temps imparti à cette partie. 2 mots seulement sur le gouvernement. Pourquoi ce gouvernement a mauvaise presse? Alors d'abord, il faut dire rapidement, rapidement. En TGV. En TGV. Écoutez, la communication est un sujet sur lequel nous devons améliorer beaucoup nos efforts. Le gouvernement, disons qu'un gouvernement ait mauvaise presse, je dirais c'est presque normal. Vous connaissez-vous beaucoup de gouvernements. Le gouvernement, c'est l'animal sur lequel on tape et qui est responsable de tous les maux. Il a bien sûr un devoir d'améliorer sa communication, mais il faut développer l'habitude d'évaluer un gouvernement sur ce qu'il fait. Ce gouvernement a pris sur lui, lorsqu'il y a eu la déclaration du gouvernement, de mettre énormément de chiffres. C'est le gouvernement qui a mis le plus de chiffres dans un souci de transparence. Et pour répondre à cette question à laquelle nous nous attendions, de dire maintenant, évaluez-nous par rapport à ces chiffres sur ce qui a été fait et sur ce qui n'a pas été fait. Et là, beaucoup de choses ont été faites. Les salaires ont bougé. Oui, c'est un gouvernement qui a protégé le pouvoir d'achat, qui a amélioré le pouvoir d'achat, qui s'est préoccupé de la poche du citoyen, des plus pauvres et de la classe moyenne. C'est une première, ça n'a jamais été le cas dans des proportions aussi importantes. Ce gouvernement la caisse de compensation qui a été maintenue, pourquoi n'a pas été réformée? Alors justement parce que tout simplement on n'a pas encore trouvé mieux. C'est tout simple. Tant que nous ne trouverons pas mieux, il faut faire une réforme de la caisse de compensation, mais tant qu'on ne trouvera pas mieux, nous ne répercuterons pas sur les Marocains et nous ne ferons pas payer aux citoyens marocains, aux pauvres et à la classe moyenne le surcoût des matières premières. Et donc c'est un moyen de défendre le pouvoir d'achat des Marocains qui est là. Alors, il n'y a pas une aberration, parfois on profite. Oui, cette aberration peut être traitée, mais c'est quand même important d'imaginer que la caisse de compensation, c'est plusieurs centaines de dirhams pour un foyer. Le gasoil est à 7 dirhams 15 aujourd'hui. En vérité, il est à 11 dirhams 55. Donc il faudrait rajouter 4 dirhams pour chaque litre que vous metteriez, que aujourd'hui on protège la classe moyenne et la classe basse. Les céréales, le blé, c'est la même chose. Le sucre, ces années, il y a eu une formidable augmentation des coûts des matières premières, le sucre en particulier. Et voilà, le gouvernement, par une fibre sociale et avec cette composante politique, justement, a pris sur lui de maintenir cette caisse de compensation pour protéger le pouvoir d'achat des Marocains. L'engagement des diplômés chômeurs de manière massive. Simplement pour dire que les récupérations par rapport aux classes qui sont plus favorisées, eh bien, il y a des mécanismes qui sont mis en place, notamment par exemple pour les carburants, une revalorisation très forte des vignettes
pour que les gens qui ont des grosses voitures qui consomment 12, 13, 14 litres au 100, eh bien, remboursent à l'État ce qui leur est donné par la caisse de compensation. Les diplômés chômeurs engagés massivement. Alors, les diplômés chômeurs, certes, l'État n'a pas vocation. Il n'y a pas une perversion du phénomène? Puisqu'on bénéficie ceux qui, sur des critères militants, oui, il y a une perversion du phénomène aujourd'hui, parce que ces associations de diplômés chômeurs qui militent et qui passent leur temps et leurs efforts sous cette forme de militantisme qui n'est pas une forme de militantisme qui apporte quelque chose à la collectivité, qui simplement permet d'avoir une certaine hiérarchie dans les associations. Il faut que l'on arrive à rentrer dans une logique de mérite, de travail. Oui, il faut du courage. Oui, il faut du courage. Mais ma foi, il faut aussi se rappeler que l'effort qu'a fait le gouvernement pour les 4000 diplômés chômeurs, eh bien, est un gouvernement, c'est ça. Bon, le moment, c'est pouvoir assumer à un moment donné. Il y avait une crise régionale et la stabilité de notre pays, eh bien, il fallait la renforcer. Et tout le monde souhaitait à ce moment-là apporter des réponses les plus court terme à ces demandes. Les caisses de l'État ne sont pas vides non, ce genre de décision? Non, regardez, ça c'est aussi, on donne l'impression quand on lit certains journaux que le Maroc est en catastrophe financière. Pas du tout, le Maroc va très bien. Le taux de croissance reste aux alentours de 4,7-5%. Le déficit, cette année, devrait se terminer à 4%. C'est extrêmement important, donc il n'y a pas de dérapage très important. C'est la cible du ministère des Finances. Le taux d'inflation est de 2%. Donc le Maroc, malgré la crise mondiale et régionale, résiste, se comporte bien et ne ralentit pas sa croissance. Là, c'est le gouvernement présidé par Abbas Fassi. Oui. Et là, une photo du précédent gouvernement. Vous êtes avec Driss Jetto. Je vais vous poser une question, mais je ne sais pas si j'aurai une réponse. C'était le Premier ministre. Si vous deviez les comparer... Abbas Fassi, c'est le chef du gouvernement. D'accord. Si vous devez comparer les performances des deux. Question difficile. Alors, c'est des gens de qualité particulière. Oui, bien sûr, c'est des personnes différentes. Oui. Si Jetto est un manager, est un gestionnaire, est un dirigeant aguerri aux affaires et à la conduite des projets, Abbas est un homme politique, est un homme qui a une fibre sociale, qui a son parti Lequel fait bien derrière le lui. boulot de chef du gouvernement? Il faudrait que ce soit le mélange des deux. Bien, vous ne voulez pas répondre. On va entrer dans une période très particulière, l'application de la Constitution et les élections. Cette Constitution a quelque chose de très particulier et peut-être de très important, c'est qu'elle a pu réaménager l'exécutif. C'est une première au Maroc. Pour la première fois, on va avoir de vrais premiers ministres, des premiers ministres de plein exercice, qui changent d'ailleurs de nom, puisqu'ils s'appellent chef du gouvernement. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ah oui, tout à fait. C'est la chose la plus importante au Maroc. Je pense que parmi les changements qu'il y a dans la Constitution, il y en a plusieurs, mais si on devait en citer un, c'est celui de la responsabilité qui est donnée au gouvernement actuel. C'est déjà le cas puisqu'elle est en application, que le gouvernement est le chef de l'exécutif et le responsable de l'exécutif, en ce sens qu'il est comptable de l'ensemble de ses décisions, qu'il doit donc avoir un programme et il est responsable de ce programme devant le Parlement et devant sa Majesté. Le programme, c'est le discours du roi. Il devra exécuter le programme pour lequel il a été élu et pour lequel les citoyens l'ont élu. Et il est comptable, c'est la notion, parce que très souvent le pouvoir est vu comme un privilège. Le pouvoir n'est pas un privilège, le pouvoir est une responsabilité et il est lourd et il faut rendre des comptes. Et donc le fait de donner cette charge de responsabilité de l'exécutif, avec plusieurs pouvoirs qui vont avec, certaines personnes disent de la Constitution qu'il n'y a pas de changement très important. Je ne peux pas comprendre cette lecture. Quand vous voyez trois choses, je citerai simplement trois choses que je dis à mes amis quand ils ne sont pas convaincus. Le gouvernement pourra nommer, à travers le chef du gouvernement, par une procédure bien sûr, mais tous les postes de direction centrale, de secrétariat généraux, de toutes les administrations. Il va être le chef de l'administration. Et il est le chef de l'administration, donc c'est quelque chose sauf les postes, je dirais, de la sûreté. Non. Les notions, je dirais, les lois, sauf les lois organiques et les lois cadres qui engagent l'avenir et la stratégie remontent au Conseil des ministres, mais toutes les autres lois
eh bien, passe du gouvernement au Parlement, c'est extrêmement important. Donc les impôts, c'est le gouvernement, tout ce qui relève de la loi, le code pénal, c'est le gouvernement, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Et enfin, les décrets aussi. Donc si vous voulez, il est important que les citoyens, et on est à la veille d'élections, se rendent compte que cette constitution, elle leur dit un message. Elle leur dit, vous allez être gouvernés par les personnes que vous allez choisir. Et c'est une garantie dans la Constitution, et Sa Majesté est le garant de cette Constitution et de son respect. Donc il n'y a rien de plus solennel que cela. Et dans ces conditions, ne pas voter et véritablement ne pas être au rendez-vous de l'histoire de son pays. Là, il y a un enjeu. Il va y avoir de la bagarre entre les partis Oui. pour gagner les élections. Normalement, ça devrait susciter une plus grande participation, un plus grand intérêt. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constate. Alors, malheureusement, je dirais le monde médiatique, la presse, et ce que l'on lit dans la presse, disons, ne fait pas ressortir ce message suffisamment. On va suivre un certain nombre d'événements quotidiens, etc., qui font que le citoyen peut perdre de vue les choses extrêmement importantes. Quand j'ai fait les campagnes électorales précédentes, parfois certains citoyens me disaient « Non, moi je ne vais pas voter parce que de toutes les façons, le gouvernement finalement ne gouverne pas, ne dirige rien, et puis il fait ce qu'il peut et à la fin il se cache derrière autre chose pour dire j'ai pas pu, c'est pas moi, etc. » Demain il n'aura plus ce choix, il n'aura plus ce filet de sécurité ou ce parapluie derrière s'abriter, et donc les citoyens qui avaient cette impression que leur vote ne servait à rien doivent se rendre compte aujourd'hui que leur vote est fondamental. Tout cela dépendra des partis. Oui, les partis doivent préparer leur... Si vous permettez, on va parler du vôtre. Je vous laisse poser les questions, oui. Le parti Avec vénérable. plaisir, oui. Comment vous expliquez sa permanence, sa pérennité? C'est un parti historique qui date de quelques décennies et qui se maintient, qui est même une bonne bête électorale. Je répondrai sans faire de poésie et sans faire de démagogie que le parti L'Istiqlal il est à des proportions différentes, mais dans le cœur de tous les Marocains. Le parti L'Istiqlal, ses valeurs et ses fondements sont dans le centre de gravité de la société marocaine. Qu'est-ce qui explique sa permanence? Sa permanence, eh bien, c'est ça. C'est un problème d'organisation? Si, j'y viens. Mais d'abord, il y a les choses auxquelles la nation marocaine est attachée, sont portées par le parti de l'Istiqlal. Et c'est quelque chose de très important. Je reviendrai à ces valeurs, si vous le voulez, notamment l'islam, le nationalisme, l'intégrité territoriale, la monarchie constitutionnelle font partie Mais il n'y a pas que ça. Il y a la démocratie et la liberté. C'est un parti de démocrates, c'est un parti d'hommes libres, c'est un parti d'une société libre. Et puis une société égalitaire, ce qu'on appelle au Parti L'Istiqlal l'égalitarisme, c'est que disons, c'est une égalité des chances que l'on doit promouvoir. Il n'y a pas une singularité de l'organisation, il n'y a pas le phénomène des inspecteurs. Alors, c'est le seul parti qui a des permanents, des inspecteurs. Au-delà de ces valeurs, bien sûr, c'est un parti qui est organisé, qui est structuré, avec une superposition entre, je dirais, des tâches ou des responsabilités administrative, entre guillemets, qui émane de la tête du parti, c'est-à-dire son comité exécutif. Ce sont les inspecteurs. Il y en a dans chaque... Combien il y en a? Il y en a un par province, donc une cinquantaine à peu près, 50 à 60. Ils sont payés, j'imagine? Ils seront rémunérés dans des conditions normales. Combien? Bon, je ne peux pas vous dire en particulier. Ils ont plus des moyens de fonctionnement, mais c'est des militants. Hein. Ils représentent le comité exécutif du parti. C'est le seul parti qui a des permanents comme ça? Dans cette proportion. Mais il n'y a pas que les inspecteurs qui jouent un rôle. C'est important parce qu'ils représentent, ils sont l'émanation du comité exécutif, mais c'est en même temps des militants et ils sont permanents. Et ils assurent cette continuité dans le temps du parti. Et il y a les organes élus. Moi-même, je suis... je dirais le premier élu de la préfecture de Bemsix Beta. Et donc il y a les organes élus, et donc c'est cette superposition. Un peu comme dans l'État, si vous voulez, où il y a les représentants du pouvoir central et les représentants des élus, et dans cette émulation entre l'administratif et l'élu que se fait justement la permanence. Puis vous avez les députés du parti de l'Istiqlal, les conseillers parlementaires, les maires, les arrondissements, les maires de communes, présidents de communes, etc., qui entretiennent l'existence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, qui explique la permanence, une capacité à développer l'aide autour de soi, ce qu'on appelle de manière péjorative clientélisme? C'est un parti généreux vis-à-vis de ses ouailles. Est-ce que vous diriez ça? Franchement, il reçoit, il donne.
Non, non, pas. Il devrait donner plus. Non, je ne donnerai pas cette lecture, je dirais, de Clientélisme n'est pas très fort. clientélisme. Non, non, non. Au contraire, on traite les nôtres comme les autres, je dirais. Il y a bien sûr l'intérêt de mobiliser tous les militants, etc. Mais il n'y a pas, je dirais, de clientélisme au sens négatif. Quel est l'ADN de Cerlel? L'ADN Cerlel, Au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure. En dernier ressort, c'est quoi qui fait la singularité de Cerlel? c'est le sentiment profond d'être marocain et d'être libre. Qu'en est-il des alliances? Le Koutla a vécu? Non, non. Alors la Koutla, Survit? ça monte et ça descend, mais en ce moment, elle se porte plutôt bien. Ah Et bon? personnellement, je suis un fervent défenseur de la Koutla. Oui. Des réunions récentes ont eu lieu. Et il y a- l'USFP va se rapprocher, faire alliance avec Non, non, le je ne- PPS, je ne pense pas. Je ne pense pas. mais ils l'ont fait. Oui, non, mais non, non, pas réellement. Hein, pas réellement. Il y a des contacts, si vous voulez. Ils ont annoncé un on pôle est de en gauche. phase. Non, non, la Koutla, je puis vous confirmer que la Koutla, c'est-à-dire l'Istiqlal, l'USFP Bien. et le PPS, disons, est l'alliance fondamentale dans laquelle s'inscrivent ces Il y a des partis. gens qui frappent à la porte. Le PJD frappe à la porte, le Koutla. Il veut en faire partie. Que dites-vous? Non. Vous savez, en politique, tout est possible, disons. Mais disons que personnellement... C'est une opinion personnelle ou une opinion de parti? Non, aujourd'hui, moi, je prétends que je respecte bien sûr le PJD, et je respecte les partis de l'opposition, et notre parti a cette vision claire que je me permets d'expliquer. C'est la Koutla. D'autres partis, bien sûr, peuvent constituer une majorité. Nous sommes dans un parti avec d'autres partis, dans un gouvernement avec d'autres partis pour faire cette majorité. Donc rien n'exclut que la Koutla soit étendue, et il y a un respect et des bonnes relations avec le PJD. non. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de donner des signaux clairs à l'opinion publique. Il faut une offre politique distinguée. Il ne faut pas qu'on mélange des genres qui ne se mélangent, qui obéissent à des projets de société différents. Le projet de société du parti d'Istiqlal et de la Koutla est différent du projet de société du PJD. Et donc il n'est pas bon qu'on donne une... C'est comme imaginer en France que vous ayez une alliance entre l'UMP et le PS. Le débat en serait... Mais la question n'est pas tranchée. Il y a des gens au sein du Cerlel qui sont tentés. Oui, de temps en temps, il y a des contacts qui peuvent avoir lieu. Rien n'est... Quelqu'un même a déclaré le Cerlel est un parti islamiste de gauche. Non, l'Istiqlal n'est pas un parti islamiste. Ça, c'est Abdelkali qui l'a dit, et il l'a dit en arabe. Et en arabe, le mot islamiste, il n'a pas dû dire islamiste, il a dû dire islami. Et islami, c'est pas islamiste. C'est islamaoui. Voilà. Alors, c'est toute la différence, si vous voulez, entre l'Istiqlal et la référence islamique dans le parti d'Istiqlal, qui est bien avant le mouvement des frères musulmans des années 60, et l'islamisme activiste qui instrumentalise l'islam. Et donc, il y a une très grosse différence. Hein. J'aimerais aussi expliquer ça. Certaines personnes disent, mais pourquoi justement le PJD ne se met pas avec l'Istiqlal et ça fait un pôle conservateur? Non, il y a une différence fondamentale entre l'Istiqlal et le PJD, c'est celle-ci. C'est que le PJD rentre dans la mouvance islamiste, contestataire, instrumentalisant l'islam, vous refusez. Et donnant cette idée qu'il faut appliquer l'islam pour résoudre tous les problèmes des gens. L'islam est un programme politique dans l'islamisme. Hein. Dans le parti d'Istiqlal, c'est une composante essentielle qui est là, que l'on défend, mais qui est là et qui est une essence de nous-mêmes. Mais notre préoccupation, c'est résoudre les problèmes des Marocains. J'aurais voulu vous interroger sur le printemps arabe, mais j'ai peur de manquer de temps. Mais un mot sur le 20 février. Vous auriez participé si vous aviez 20 ans? Alors certainement, comme j'étais, comme j'étais, je ne pense pas. Hein, parce que j'ai pas grandi dans un... disons, mon éducation est beaucoup plus une éducation de jeunes qui a fait ses études, plus que d'action politique. Mais, vous êtes rattrapé après? Oui, effectivement, j'ai fait les... Mais si votre fils participait, il a quel âge? Il a 14 ans? Il a 14 ans et demi. S'il allait au 20 février? Je ne peux pas l'en empêcher. Mais il faudrait qu'il ait au moins 18 ans. Il s'intéresse à la politique? Oui. D'accord. Hier, je discutais avec lui de la Constitution, parce qu'il avait ça à l'école, et donc j'ai relu avec lui des paragraphes de la Constitution. C'est quand même intéressant que ce dialogue générationnel ait lieu. Oui. Il s'intéresse? Oui. Critique? Oui. Oui, et c'est nécessaire. Vous savez, son cœur l'esprit penche critique. de quel côté?
Bon, l'influence, disons, parentale doit avoir évidemment un effet affectif sur lui, mais disons qu'il n'est pas encore, disons, impressionné par tel ou tel parti ou lié à tel ou tel On a parti. déjà commencé, mais on va continuer. On va parler de vous. Oui, Vous êtes né le 14 décembre 66 exact, à Casablanca. exact. Oui. Vous qui aimez les chiffres, j'en ai retenu un, enfin plusieurs. 2, 4, 3, 11, 1. C'est pas le Deux, tiercé. oui. 2, c'est les deux parents. Oui, Les 4, c'est la fratrie. oui, Et 3 pièces. oui. Vous avez vécu dans 3 pièces. Oui, c'est ça. Je tenais à le dire, Oui. dans un quartier qui est le 11 janvier. 11 ans, exactement. Ça, c'est ça le 11-1. Oui, le 11, 1, c'est le 11 D'accord. janvier. Donc oui, quartier du 11 janvier qu'on connaît bien à Casablanca. Donc, famille plutôt modeste. Derb Omar, Famille modeste. famille modeste, deux parents, fonctionnaires. Travailleurs. Plus ou moins, travailleurs. Le père travaille. On était 4 dans notre appartement. Puis après, on a déménagé. Mais disons que, d'ailleurs, j'ai grandi dans la ville. C'était intéressant. Petit, je sortais, j'allais à l'épicier, etc. Il y avait... Là, avant que vous grandissiez. Voilà, c'était ça. Donc c'est l'appartement. au C'est la niveau première du- photo, j'imagine. Oui. Enfin, je ne sais pas, mais disons que c'est bien. C'est Vous bien vous ça. connaissez. Oui. Est-ce que vous me reconnaissez? Ça, j'en doute. Le père travaillait, Oui. fonctionnaire, enfin, il dirigeait une boîte dirigeait de- une boîte entreprise d'assurance. publique qui était liée aux assurances. assurances. Ma mère La maman travaille à la banque. à la banque. Voilà, à la Donc banque. les deux parents travaillent. Tout à fait. Bien. Une enfance plutôt heureuse. Oui, oui, très heureuse, entourée de l'amour de mes parents, de mes frères et sœurs. Là, c'est la Fatma. Ça, c'est Fatna, je l'appelais Mama Chemma. Voilà. Mhm. C'est C'est la celle, gouvernante un peu. C'est que non, vous- pas la gouvernante, la c'est nounou. la Deda. Une La Deda. Deda, oui. Nous n'avions pas une logique de C'est à Tanger, cette gouvernante. photo. Ça, c'est à Tanger. En C'est vacances à Malabata, en vacances, avec ma grande sœur et ma petite sœur. La grande sœur va être. Elle est chirurgienne dentiste et et ma l'autre petite sœur est médecin. est médecin pédiatre. J'ai un frère qui est ingénieur. Je voulais montrer une photo des parents pour avoir une idée. Oui. Là, vous êtes avec eux en France, la première fois que vous partez en France Oui. pour faire des études. Oui. Alors, la première fois que j'ai quitté le pays, C'est pour aller en la France. première fois que j'ai pris l'avion, c'est pour aller en France faire mes études. Je voulais sauter une génération, remonter plus haut, les ancêtres. C'est quoi les Rallab, d'où ils viennent? Alors, Famille de Fès. les Rleb, famille de Fès. Mes parents, c'est Rleb. La famille de ma mère, c'est Labi. L'habit, oui. Et les deux, c'est essentiellement mes aïeux, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents, c'était des commerçants. C'est des commerçants qui étaient commerçants dans le tissu. Donc il y avait cette liberté du commerçant, ces voyages. Oui. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est symptomatique, c'est Manchester. intéressant. Voilà. Mon enfin la grand-mère de ma mère parlait anglais. Mhm. Ils voyageaient, ils allaient en Angleterre, ils amenaient des théières, des choses comme ça. Enfin tout ce qui est vaisselle particulière, ils vendaient ça. Et voilà, donc c'est intéressant de parfois Oui, se rendre compte c'est pour ça que je pose la question. on ne progresse peut-être pas autant Oui. qu'on en a l'air. Et donc Les voilà, ils parlaient racistes. anglais. Et de l'autre côté, Côté de mon père, donc mon il y avait grand-père. un notable qui participait Mon grand-père, Allah yarhamou, le Haj Hassan, Oui. Haj Hassan Rallab, qui est une personnalité connue de gens de sa qui était génération. Khalifa el-Bacha. Voilà, lui aussi, disons, sa qualité de notable a fait qu'à un moment donné, il a été aspiré par l'État. Il a pris des charges, Khalifa el-Bacha ou autres, à cette époque. Après la famille nationaliste, Oui, c'est Abkim Rallab. oui. C'est Abdel Reb qui est le le cousin grand de personnage. de mon père. C'est Voilà. le cousin de grand-père. Qui est un grand personnage de Cercle, grand sûr. lettré, qui était ministre de la Culture, je crois, à un moment donné. Oui, Et c'est un Rallab, oui, qui est un grand résistant, nationaliste. un grand monsieur. Bien. Donc cette famille-là. Oui. Mais c'est pas la famille fortunée, vous. Non, C'est pas une la famille- branche, c'est pas une c'est la famille riche. branche pauvre. Il n'y a pas beaucoup de Pas de pauvreté, Rleb qui mais sont riches. voilà. C'est pas une famille riche. Bien. C'est une famille qui prône des valeurs d'éducation, de respect, d'érudit, mais le pouvoir économique n'est pas une constante dans cette famille. Lycée Lyoté, Oui. ensuite Adolescence. la prépa, Oui. maths, Maths Maths P, P. oui. en France, En France, à Nancy. Nancy, parce que votre sœur y était. Parce que ma sœur y était et parce que on se faisait inscrire assez facilement à Nancy, parce que comme il faisait froid, c'est là que restait le plus de place. Et la prépa, taupe à
à Poincaré. Lycée Poincaré. Henri Poincaré. Voilà. Ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué parce que c'est la prépa en elle-même. Ça vous donne des souvenirs? Oui, oui, avec certains camarades, un ami, Oussama Loudreli, qui est là. Les autres sont des amis français que j'ai perdu de vue, bien sûr. Oui, la taupe, Là, vous ça êtes c'est dans à la fin. votre- Voilà, ça c'est à la fin. Oui, parce que là, vous êtes devenu guévariste. Je préparais les concours et j'avais pas le temps de me raser. Et ça donnait ce look. Donc, c'était pas politique. Non, 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 c'était pas politique. On travaillait. La prépa, c'est une épreuve, une double épreuve, parce que c'est vous quittez le cocon familial, vous quittez l'amour de vos parents, votre pays, vos références, votre prise en charge. D'un coup, vous êtes jeté, vous êtes libre, mais responsable complètement, et vous devez travailler. Ça vous a Et beaucoup marqué? Oui, parce que c'est une épreuve qui m'a poussé, comme mes camarades, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, Oui. à aller au maximum de soi. Tu sors du service militaire. C'est plus que ça. C'est véritablement, on vous pousse à aller au maximum de soi. Et si C'est un rituel d'initiation. oui, il y a ce volet, mais c'est pas ça. Ce qui m'intéresse dedans, c'est que, vous savez, La méritocratie? c'est la méritocratie, oui, et c'est aller au maximum de ses aptitudes, de ses capacités. L'être humain est un être formidable, qui peut faire des choses magnifiques, grandes, et s'il en prend connaissance, et s'il en prend conscience, il peut le faire. Et ça, n'importe qui peut le faire. Sauf que dans la prépa, on vous fait faire des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire, et vous les faites et vous réussissez. Tout le monde devrait faire une prépa. Ah, c'est un système aussi qui a des défauts. Hein, Oui, mais il y avait une bourse. Il y avait une bourse, oui. Et je suis très attaché aux bourses. Moi, tous mes frères et sœurs ont bénéficié de bourses du Maroc. Du gouvernement et ensuite du de la gouvernement France. marocain et ensuite de la France. Et sans le système de bourse, mes parents n'auraient pas pu nous faire faire nos études. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que je suis de loin à travers... Donc la prépa pour rentrer à Pont-et-Chaussée, oui, vous êtes lauréat oui, en 90. en 90. Donc vous êtes ingénieur Pont-et-Chaussée. Bien. L'école nationale des Ponts-et-Chaussées. Vous n'êtes pas rentré au Maroc après le succès à l'école. Oui. Vous êtes resté 4 ans 4 ans, oui. en faisant des boîtes de consulting. J'étais dans une boîte de conseil et j'ai fait du conseil et pour moi c'était... Ça vous a fait du bien aussi? Oui, ça m'a fait du bien. Je voulais voir comment était le travail. J'avais toujours... C'est des PME surtout. Exactement. Comment changent les PME? Exactement. J'avais très peur de rentrer dans des problématiques européennes qui n'avaient pas de rapport avec les problématiques économiques marocaines. Donc j'avais très peur de rentrer dans des grandes structures qui étaient sans commune mesure. Donc j'ai toujours choisi des entreprises qui étaient des PME dans des secteurs que l'on retrouvait au Maroc. Est-ce que je me trompe si je dis que déjà, sans rentrer au Maroc, vous prépariez votre rentrée? Oui, oui, il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question que vous... Jamais. Il n'a jamais été question. Pour moi, il Vous êtes était sédentaire. sédentaire et je suis très attaché au Maroc. Ouais. C'est curieux parce qu'en même temps, vous êtes très cosmopolite. On le verra par la suite. Oui. Oui, Vous êtes un patriote cosmopolite. Alors, oui, oui, et je pense que c'est loin d'être contradictoire. C'est-à-dire l'attachement à son propre pays, c'est une force identitaire. On C'est sait qui l'aïeul on qui est. parlait anglais. Oui. Et si on sait qui on est et on sait d'où on vient, on n'a pas peur de se mettre en jeu, de s'ouvrir à l'autre, de confronter à l'autre, de voyager, d'aller ailleurs, etc. Mais on sait qui on est et on sait d'où on vient. 94, le retour. Oui. Programmé, Oui. décidé, Oui. en Volkswagen, Oui, exact. Paris El Hoceima. Oui. Je suis assez fier de ça. Je ne l'ai pas fait pour me faire un coup de pub. Mais, Volkswagen diesel. mais voilà, j'avais acheté comme tout Marocain qui rentrait dans son pays une Volkswagen diesel. D'occasion. Et j'ai quitté Paris, d'occasion, bien sûr. J'ai quitté Paris avec mon déménagement, tout seul, en faisant Paris. Ma femme allait me rejoindre par la suite. On va en parler. Ma fiancée. Et en faisant Paris jusqu'à traverser Trois Gibraltar et aller directement vers le Hoceima. Et c'était un changement assez intéressant à observer. Mais vous avez C'est programmé. là où j'ai occupé mes premières fonctions de responsable au On va y ministère de arriver. l'Équipement. Mais vous avez programmé de vous marier. Oui. Et vous avez programmé de faire des enfants. Oui. De faire un enfant. Voilà. C'est la raison Là, pour c'est la laquelle... rencontre avec votre femme, Voilà. Et je voudrais qui dire, s'appelle Grazia, qui est italienne. Oui, oui, effectivement. C'est à Paris. Tout à fait. Ça nous rajeunit pas. Elle est prof. Elle est prof, elle est enseignante en sociologie. Et je voulais dire que ma décision de me marier et de faire des enfants et de fonder une famille, c'est elle qui m'a, disons, incité à revenir au Maroc. Il m'était intolérable d'envisager de faire naître mon fils ailleurs qu'au Maroc. Mon mariage avec mes parents et mes beaux-parents. Donc ma femme est italienne et vous avez la mixité culturelle et la Méditerranée qui s'exprime dans ce mariage. Oui, mais mon père qui est ce décédé. moment de bonheur n'était pas nécessairement programmé parce qu'il y avait quand même des réticences.
Oui, il y avait des réticences au début. Épouser dans ma une famille. Italienne Oui. Je pense que c'était des réticences normales, entre guillemets, pour toute famille qui est confrontée. C'était des inquiétudes, des peurs, des incertitudes. Parce qu'elle est italienne Oui, essentiellement ou parce parce qu'elle est étrangère? parce qu'elle est étrangère. Hmm. Mais en Une réalité, française, c'était différent? ça aurait été la même chose. Même chose, Non, donc c'est étrangère. ça aurait été la même chose. Et ça a été vaincu? Ça a été vaincu, il a fallu discuter, et une fois que vous enlevez Toute la famille s'en est occupée. oui, il y a eu des discussions Vous familiales. avez voté? Non, non, non. Mais alhamdoulilah, les choses se passent très bien. Et finalement, vous savez, moi je peux être témoin que la Méditerranée est une véritable réalité. C'est-à-dire que entre le sud de l'Europe et le nord de Votre l'Afrique, femme est de la Sardaigne? de la Sardaigne, oui. Mhm. La culture est extrêmement... Elle est la même. Vraiment, il y a quelques nuances qui sont différentes. Donc vous rentrez au Maroc et le boulot, le ministère. Oui. Donc vous êtes directeur de plusieurs départements. Oui, oui. Donc j'ai Tour de commencé rôle. à Husseima, Al-Husseima, directeur ensuite Ben provincial. Slimane, Ensuite Ben Slimane. ensuite directeur des routes. Ensuite, non, j'ai été directeur d'une fonction fonctionnelle au ministère de l'Équipement. C'était directeur de la planification, puis directeur des routes. Puis après, j'ai quitté le ministère de l'Équipement et je me suis retrouvé directeur général de l'ONCF. Et puis ensuite, j'ai été... Vous avez quitté à la suite d'une démission. Non, pas une... On m'a gentiment remercié, mais disons que c'est une péripétie passée. Oui, oui. C'est subalterne d'ailleurs. Oui, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Bien. Et vous êtes ministre en 2003, Oui. dans le Oui, gouvernement Château. novembre 2002, exactement. J'ai une photo avec Sa Majesté, mais je crois que ce n'est pas une photo de... C'est antérieur cette Ça, photo. c'est juste avant. Ça, c'est quand j'étais directeur général de l'ONCF. On a M. Zdine Dessi qui était ministre à l'époque des Transports. Et c'était le lancement de la gare, par Sa Majesté, de la gare ferroviaire de Tanger. Ce qui est très curieux dans votre carrière, et je crois aussi c'est exceptionnel, c'est que vous avez fait tous les échelons du ministère. Vous n'avez pas été parachuté à la tête d'un ministère. Non. C'est assez rare. Non, mais vous savez, on donne l'impression dans notre pays, quand on lit justement certains journaux, que, disons, la méritocratie n'existe absolument pas, que le népotisme triomphe Vous êtes la partout, preuve vivante. etc. C'est pas vrai. En tout cas, au ministère de l'Équipement et de Transport, dans d'autres structures, par le travail, on peut réussir, on peut faire sa place. Le mérite existe. La capacité à se faire sa place par son travail est quelque chose qui existe et qu'il faut défendre et beaucoup d'exemples peuvent en témoigner. En tout cas, il y a quelque chose de très, très, très curieux. Moi, je suis assez bluffé. Je n'ai pas très bien compris au début. J'ai un peu cherché. Pourquoi, nommé ministre, vous éprouvez le besoin d'aller vous faire élire à Sbata? À ma connaissance, vous me corrigez, Oui. je ne connais pas d'autres cas. Parce qu'en général, on milite et on se fait élire à Sbata pour devenir ministre. Quand on devient ministre, au nom du parti Istiqlal, avec qui vous avez des relations beaucoup plus familiales que réelles, vous éprouvez le besoin de régulariser et de légitimer votre appartenance au parti en devenant un militant de base du parti. Bon, tout d'abord, j'avais des relations autres que familiales avec le parti mais qui n'étaient pas, je dirais, visibles vous n'êtes pas dirigeant de explicites. Non, oui. pas dirigeant du tout. Mais disons qu'il y avait une proximité politique. Après, évidemment. Pourquoi vous avez éprouvé le Pourquoi? besoin? Parce que j'ai toujours pensé, et je reste convaincu de cela, que être un ministre, c'est une fonction politique, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez être un mauvais ministre éventuellement, si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas être un ministre en basant votre action parce que vous êtes compétent sur un sujet technique. Et donc, il fallait impérativement compléter cette aptitude à être ministre et à être politique. Personne ne l'a fait. C'est un souci de cohérence, sinon vous risquez de passer, je dirais, Les autres ne l'ont pas fait. Oui, Adil Duri. Chacun, je dirais, a fait les choix qu'il... Mais pourquoi vous avez éprouvé le besoin? Écoutez, eux ont peut-être, je dirais, une présence au sein du parti plus différente de celle que je peux avoir. Mais en tout cas, la fonction de ministre s'accompagne d'une responsabilité politique. Et si vous êtes politique, vous devez avoir une base électorale, vous devez être au contact des citoyens, vous devez savoir ce que... ça vous honore et c'est étonnant. En tout cas, c'est une cohérence nécessaire. Donc, 203, vous vous présentez
Vous avez été parachuté ou Non, pas du tout. Non, pas du on tout. vous a sollicité? Oui, au 14e congrès du Parti Israël, j'ai rencontré C'est les... 2003, ça. 2003. Alors justement, à cette époque, j'ai rencontré des militants de Sbeta qui sont spontanément venus vers moi et qui m'ont dit, voilà, on envoie Là, c'est plusieurs la ici. campagne. Ça, c'est la campagne électorale qui m'ont dit, voilà, on est une équipe, on a envie de travailler. Si vous voulez travailler avec nous, on peut travailler avec vous et on aimerait bien qu'on s'entraide. Et voilà, ils m'ont coopté, ils m'ont adopté. Et vous récidivez Depuis- en 2007. Depuis, je travaille Bimsik. avec eux. Voilà, donc j'ai été élu en 2003, maire d'arrondissement, où Oui. j'ai dirigé l'arrondissement de Sveta. Je n'ai jamais loupé, malgré mes charges ministérielles, ou manqué un conseil d'arrondissement. Ensuite, je me suis présenté aux élections en 2007 pour être député de Bimsik, qui contient l'arrondissement l'êtes de toujours. Sveta. Vous Et je suis cumulez toujours. avec le poste de Voilà. ministre. Plus Bien. pour longtemps, puisque les élections sont proches. Après, vous trouvez une place de choix au sein du parti, au 15e congrès. Je ne passe pas en revue toute votre action militante, mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention, c'est votre élection au 15e congrès. C'est le congrès de 2009. Oui, le 15e congrès. Vous êtes élu au bureau, Au comité exécutif. c'est-à-dire Oui. l'instance de commandement du parti, Oui, et vous êtes 4e. oui, oui, c'est quelque chose C'est-à-dire qui... devant plein de dinosaures et de vétérans. Oui, c'était... Alors, donnez-moi le score. Alors, Ou plutôt d'abord la liste. Qui je était ne me souviens premier? pas de tout, mais je me souviens que le premier était c'est Abdou Al-Fassi, donc le fils de Feu Al-Fassi. Ensuite... Le premier, Tawfiq- c'était le fils de c'est Diallo. Abdou Abdou Al-Fassi, docteur Abdou Al-Fassi, Oui. qui est le coordonnateur du Parti Oui. Israël à Casablanca. Là, c'est la légitimité historique. Et naturel. puis son action, c'est quelqu'un qui est très très apprécié. Au Et niveau le du vote Parti est secret? Israël. Alors il est secret, puis Ah. c'était un dépouillage transparent. Le dépouillage a duré 13 ou 14 heures de De suite. l'intérêt. C'était une transparence totale. Deuxième? Ensuite, Tawfiq Hajjara. Ah. Ensuite, si je me souviens bien, Yasmine Abadou. Mhm. J'étais 4e, je crois. Et Nizar Baraka Cinquième. me suivait derrière. Donc la jeune garde. Et donc, voilà, c'était un résultat assez intéressant qui montrait cette idée qu'au Parti Sirlel, il y a cette complémentarité entre les anciens et on ne va pas dire les jeunes, mais disons une compétence qui... Je vais dire ça autrement, mais je vais d'abord montrer cette photo. Oui. Ça, c'est une séance à C'est au local? l'inspection d'Agadir. Agadir. Ça aussi, c'est vers Il y 2003. a la photo de Il y a la derrière. photo de Sialel derrière, oui. Ce que vous étiez en Ça train fait de- partie des habitudes istirléliennes que quand un ministre visite une région, il fait ses activités politiques et officielles, et ensuite il va dire bonjour et il tient un petit moment avec les militants. Ça peut durer 4 heures ou ça peut durer une demi-heure selon l'agenda, mais c'est une bonne tradition. La jeune garde et les vétérans, vous disiez que c'est un parti qui peut se permettre cela. Vous ne Oui. pensez pas, la force de l'Istiqlal, c'est qu'il peut avoir des fils, c'est-à-dire sans changer. Les fils peuvent se mettre en avant, en change de génération, et il y a un new look. Sans qu'ils soient nécessairement des fils. Ou les filles. En tout cas, les enfants, Oui. La nouvelle génération. la nouvelle génération, qui sont peut- souvent des enfants, Voilà. ne pose aucun problème. Ce que d'autres partis n'ont pas réussi à faire, je pense à l'USFP. Oui. Là aussi, il y a des vétérans et des fils, mais les vétérans n'ont pas compris le sens du Oui, verbe mais, dégager. mais encore une fois, je précise, c'est important. Effectivement, au Oui. Parti de Sirlel, peut se permettre ça. il y a beaucoup de jeunes et ces jeunes ont une place. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises dans nos statuts, par exemple au comité exécutif. Il y a un nombre de sièges qui sont réservés aux jeunes Mhm. et donc on va enlever un certain nombre de postes à des personnes plus âgées pour faire passer des jeunes. C'est ce qui a été fait et c'est en cours maintenant d'adoption dans la charte des partis politiques, etc. Et donc il y a ce souci des jeunes au sein du Parti Sirlel. Il y a un mouvement des jeunes qui est fort et bien Donc, où géré. l'on découvre que ce parti de vieille barbe est en même temps un parti de Voilà, jeunes. qui se renouvelle, Mmh. à sa vitesse, en complémentarité avec l'ensemble des aptitudes et des compétences. En qu'il y a évoquant dans votre le parti. itinéraire, si vous permettez, je voudrais qu'on s'arrête un moment Oui. pour lui rendre hommage et pour en parler, parce que ça a beaucoup marqué des gens comme vous. Quoi donc C'est Mziane Belfré. Oui, oui, bien sûr, oui. La question que je voulais vous poser, cette notion de pont, Oui, les ponts et chaussées, les ingénieurs, Oui. les grandes écoles, une sorte de zawiya. oui. Est-ce que c'est un mythe ou une légitimité? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une mafia? Est-ce Oui, que oui, c'est- est-ce que oui? Je dis volontairement Oui, le mot que oui, vous que avez je- en tête, vous n'osez peut-être pas dire. J'ai Non, dit alors, zawiya. Non, les ingénieurs des ponts sont loin d'être, je dirais, une association qui va s'entraider au-delà, je dirais,
de l'intérêt général. Il y a un lobbying quand même. D'abord, c'est un corps de l'État, c'est important. Oui. C'est un corps de l'État qui a une notion de travaux, de services de l'État, de services publics. Il n'est pas le seul. Hein. En France, on a le même phénomène. En France, on a le même phénomène, oui. Et où on le retrouve au Maroc avec, je dirais, les autres écoles, en particulier l'école Hassaniya des ingénieurs de travaux publics, etc. Et donc, c'est plus un réseau, je dirais, de personnes qui vont se connaître, qui vont avoir, je dirais, spontanément plus confiance les uns vis-à-vis des autres, parce qu'ils se connaissent, ils ont des références communes. Mais cependant, c'est là où je voulais en venir, personne ne va jamais aider, je dirais, un autre pont. Et d'ailleurs, il y a des exemples, je dirais, de certaines situations, je ne les expliciterai pas, mais disons qu'on ne va jamais aider une personne qui ne va pas mériter cette aide ou ne pas être à la hauteur des missions qu'elle va devoir assumer. C'est Karim, je voudrais vous demander quelque chose d'assez particulier. Puisqu'on va avoir un chef du gouvernement de plein exercice, issu des élections, oui. Est-ce que vous pouvez établir son profil? On fait une opération de profilage. Portrait robot. Comme ça, in extenso. Comme en France, on avait fait pendant la fin Gérald de Gaulle, ouais. Monsieur X, par l'Express. C'est quoi son âge? Quel âge il devrait avoir? L'âge, franchement, je pense que l'âge n'a pas vraiment d'importance. 40 ans ou 60 ans? Franchement, ici, c'est quelqu'un qui... Il faut avoir une bonne... Portrait robot, hein? Dynamique. Il faut être dynamique, il faut être un moteur. Répondez-moi pour l'âge. L'âge, pas d'importance. Pas d'importance. Est-ce qu'il doit appartenir à l'Istiqlal? Oui. C'est les électeurs qui en décideront, évidemment. Oui, mais je pense que l'Istiqlal est le mieux en mesure d'apporter une réponse à cette question. S'il a gagné aux élections? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il pourrait être du PJD? Si les électeurs en décident. C'est possible? Bien sûr, si les électeurs en décident, il peut être de n'importe quel parti si les électeurs le décident. C'est important, je reviens sur la question des élections dont on parlait tout à l'heure. Les votes des citoyens, dont certains nous regardent probablement aujourd'hui, eh bien, détermineront l'étiquette du Premier ministre et donc le programme qui sera réalisé. Il faudrait qu'il fasse une grande école? Pas nécessairement, non. Mais je dirais la grande école de la vie, au moins. C'est-à-dire qu'il faut avoir, disons, une aptitude et une capacité à conduire un gouvernement et tirer cette capacité de son expérience. Oui, il faut avoir quelques notions quand même d'économie, c'est un minimum. Il faut savoir ce qu'est le PIB, ce qu'est la croissance économique, ce qu'est la création d'emplois, ce qu'est l'investissement, ce qu'est le rôle de l'État dans l'économie. L'État est un moteur de la croissance et du développement de la prospérité et un régulateur. Est-ce qu'il pourrait rompre avec une très mauvaise tradition marocaine qui consiste à ignorer complètement la communication et les médias? Il devrait communiquer, rencontrer des journalistes, expliquer ce qu'il fait. Oui, c'est quelqu'un qui doit être demain plus proche de l'opinion publique, plus proche des citoyens, communiquer régulièrement. C'est un oiseau rare. Bien, non, je ne pense pas. C'est le Maroc qui a changé et les personnes changeront en conséquence. Mais c'est avant tout vous n'avez pas posé la question, mais c'est avant tout un moteur, un fédérateur et un décideur qui ne va pas chercher toujours les consensus et qui va assumer les décisions. Et c'est quelqu'un qui va essayer de dire la vérité et de dire aux gens ce qu'ils pensent être bon pour eux et pour son pays, et pas ce qu'ils aiment entendre et ce qu'ils aimeraient entendre. Malheureusement, le temps presse. Je vais vous poser la dernière question. Oui. Comment vous voyez le Maroc dans 20 ans? Le Maroc de votre fils? Il s'appelle Yassir. Yassir. Une photo familiale très kitsch et très sympathique. Oui. Hein, je me ressemble plus ici que dans les autres photos que vous m'avez montrées tout à l'heure. Le Maroc Le Maroc de Yassir. C'est un Maroc prospère, qui doit être prospère, pour lequel nous allons tout faire pour qu'il soit prospère. C'est la passion qui est partagée dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup d'énergie. C'est un Maroc qui aura vaincu un certain nombre de complexes, un certain nombre de contradictions. On parlera plus l'arabe? Oui, je pense qu'on parlera plus l'arabe. L'enseignement sera réformé? Il faut qu'on ait réformé l'enseignement, il faut qu'on ait rétabli. Il y a eu des progrès, mais on est loin encore de ce qui est attendu de l'école publique et du rôle promoteur que doit avoir l'école publique. Plus d'égalitarisme et moins de... Oui, il faut que chacun ressente qu'il a sa chance, que s'il travaille, il peut réussir, qu'il est l'égal d'un autre citoyen, qu'il n'y a pas de distinction ou de discrimination.
C'est une nation unie, forte, et c'est un modèle en soi, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais comme les autres au Maroc, on ne sera jamais comme les autres, et donc nous n'avons pas essayé d'être comme les autres, nous devons essayer d'être comme nous voulons être et comme nous le sommes au fond de nous. Merci beaucoup. Je vais vous infliger un petit jeu Oui. qui s'appelle l'autoportrait chinois. Oui. Si vous étiez un arbre, Alors l'arbre m'interpelle puisqu'il il nous survit mon père aimait beaucoup les arbres et en particulier que j'aime beaucoup c'est le caoutchouc et le ficus et ça me fait penser à ceux qui ont été violemment abattus par la mairie de Casablanca sur le boulevard El Messira et que tous les Casablancais regrettent. une fleur, Une fleur, l'œillet. L'œillet qui est une fleur assez humble mais très belle, sans prétention, et qui a un parfum caractéristique et fort. C'est une fleur qui a beaucoup d'identité. une ville d'Europe, Naples. Naples, bouillon de Par culture. amour. Non. par amour de la famille. Non, c'est la force culturelle et la culture populaire, la musique, le chant, la littérature, le théâtre, la comédie de la rue, et donc un peuple en ébullition culturelle. Une ville marocaine. Casablanca. Sans commentaire, évidemment. Ça ne peut être que Vous avez Casablanca. failli être maire. Oui, je me suis présenté en 2003 à la mairie. Et tout ce qui touche Casablanca me touche. Un peintre, Un peintre, je en citerai de Saïd Koudaïd et Belili. il y a deux Balili. Alors, celui dont j'ai peut-être 6 ou 7 toiles chez moi et que j'aime beaucoup. Un sport, Un sport, le karaté. Ah. Karaté, Vous les le arts pratiquez? martiaux. Oui, je les pratique. Et toute la famille. toute la famille, effectivement, et on le pratique même ensemble. Quel Dan s'appelle Pas Dan Dan, je n'en suis pas encore au Dan. Oui, Je suis ceinture marron. c'est marrant. Et votre femme, Ma femme aussi, et mon fils est presque ceinture noire. Il passe un ceinture noire cette année. un âge de la vie, Le mien, c'est Ah. 45 ans. c'est le bel âge. Oui, c'est l'équilibre entre l'envie et l'expérience. Les choix les plus pertinents peuvent être faits à cet âge-là. Un péché, Un péché que je n'aime pas, la trahison, la traîtrise. Ça me paraît être clair. je m'attendais à ce que vous disiez la lâcheté. Oui, ça va avec. La lâcheté aussi. Parce que pendant qu'on Lâcheté, préparait, vous parliez beaucoup Oui, de la lâcheté qui aussi. vous choquait. La vertu, La lâcheté est plus humaine que la traîtrise ou que la trahison. une vertu, Mais la lâcheté est un vilain défaut. Une vertu, l'honnêteté. L'honnêteté. sans surprise. Merci. Cette émission, on aurait dû l'appeler Religion de l'honnêteté. Merci. Il reste une question, Oui. à vous de la poser. Ah, j'ai ce droit de vous poser. Une question, votre question. Bien, غادي نقول لك علاش هذا البرنامج ما كديروش بالعربية. Merci beaucoup, je traduis quand même. Pourquoi ce programme, vous ne le faites pas en arabe? C'est une question purement istiklalienne. Je ne dirais pas démagogique. Non, Merci pas du beaucoup. tout. Merci Serleb. Merci madame. Merci à vous. Merci monsieur de nous avoir suivis. Vous pouvez envoyer vos commentaires comme d'habitude. Vous connaissez le site, il s'affiche. Bonsoir.